Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Pushkar en Inde, qui est une des villes saintes les plus importantes pour l'hindouisme. Donc ici, vous avez vraiment beaucoup de temples, c'est vraiment un lieu de pèlerinage. Et je me suis posé sur une terrasse pour pouvoir parler un petit peu de crypto avec vous. La dernière fois, j'ai échangé avec une personne et il me pose la question, c'est une question qui est très légitime, est-ce qu'il est vraiment judicieux d'investir dans la crypto? Alors, je pense que le premier point en fait, qu'il souhaitait aborder, c'était la partie plateforme d'échange. Parce qu'en fait, avec la faillite de FTX, avec les preuves de réserve qui sont complètement bidons, avec l'opacité totale des sociétés crypto et les problèmes d'audit, il y a plein de questions à se poser. Et je pense que c'est tout à fait légitime aujourd'hui de se poser la question de s'il est encore judicieux d'investir dans la crypto. Je vais essayer de vous donner mon avis à travers différents points et puis vous me direz ce que vous pouvez en penser. Mais avant de commencer, pensez tout de suite à récupérer le guide qui est disponible directement en description. Il est offert, donc allez vous servir. Moi, aujourd'hui, les plateformes d'échange, j'utilise uniquement pour acheter de la crypto. En fait, ça me permet de faire un pont entre le monde des fiat et le monde des cryptos. Alors, je sais que certaines plateformes d'échange demandent aujourd'hui beaucoup d'informations réglementaires, comme tout ce qui est KYC, mon identité et autres. Après, il y a des plateformes comme MT Pèlerin, par exemple, en Suisse, qui demandent beaucoup moins d'informations. Donc, je vous invite plutôt à aller vous tourner vers ces plateformes-là, c'est pour faire juste de l'achat et de vente. Bien sûr, ces plateformes-là, elles manquent totalement de transparence. Et là, on est prêt à l'entendre. Et même des sociétés qui sont régulées comme Coinbase directement aux États-Unis avec la SEC, ça manque encore beaucoup de transparence. Et quand on a vu FTX qui a chuté et pourtant qui était régulé aux US, on se demande comment c'est encore possible. Donc oui, bien sûr, il faut une régulation, il faut avancer. Mais aujourd'hui, pour moi, la plateforme d'échange, ce n'est pas le point qui va faire qu'on ne peut pas rentrer dans la crypto-monnaie et qu'on ne doit pas rentrer dans la crypto-monnaie à cause des plateformes d'échange. Les plateformes d'échange, c'est juste un élément parmi tant d'autres dans les cryptos. Et pour moi, ça n'a rien à voir le secteur des cryptos et les plateformes d'échange. C'est juste un lien, un pont entre le monde de la finance traditionnelle et la finance des cryptos. Donc après, voilà, c'est deux choses différentes. Après, ce qui m'expliquait, c'est qu'effectivement, pour stocker crypto, il faut avoir un portefeuille physique et ça peut être relativement complexe. Alors oui, la technicité, elle est là et aujourd'hui, c'est pas forcément trop simple de pouvoir utiliser un portefeuille physique. Et ça, je suis prêt à l'entendre. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus des applications mobiles qui commencent à se lancer dessus, qui commencent à essayer de faciliter les choses. Il y a encore des choses à faire, mais ça s'améliore, je trouve, de plus en plus avec les années. Et il m'expliquait que si jamais, par exemple, il y avait une faillite de chez Trésor ou Ledger, comment est-ce que ça se passait? Alors là, en fait, c'est quand même relativement simple. C'est que ce soit Trésor, Ledger ou n'importe quel portefeuille physique à l'heure actuelle, ils utilisent tous la norme BIP39 qui permet de récupérer en fait les fonds sur un autre portefeuille qui soit physique ou logiciel. Vous avez vos 24 mots de sécurité. Ces 24 mots de sécurité vont permettre de créer en fait une seed. Et cette seed, elle va être utilisée pour générer en fait l'ensemble de vos clés publiques et clés privées que vous allez avoir sur vos comptes Ledger. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre Ledger Live, que vous créez plusieurs comptes, en fait les 24 mots de sécurité, ils vont vous permettre de pouvoir justement retrouver l'ensemble de ces informations-là. Donc si jamais Ledger venait faire faillite, si jamais Trésor venait à faire faillite, vous auriez tout à fait la possibilité de pouvoir récupérer vos fonds en insérant en fait ces 24 mots-là directement sur un autre portefeuille qui soit logiciel ou encore matériel. Il m'expliquait également qu'il y avait beaucoup d'arnaques en fait dans le secteur crypto-monnaie et je peux pas l'en dissuader parce que c'est tout à fait vrai. Quand on voit qu'il y a beaucoup de médiatisation autour de tout ça et il avait une grande crainte en fait d'être volé ou d'être scamé, ce qui pour lui le freinait en tout cas à investir dans le secteur des crypto-monnaies. En fait, il faut bien comprendre que les crypto-monnaies, elles ont beaucoup de détracteurs comme elles ont beaucoup de personnes qui sont là pour les pousser. L'idée étant d'être le plus objectif possible à chaque fois, c'est qu'effectivement quand on voit les banques centrales qui disent que les cryptos ça va financer le terrorisme, et qu'on prend le rapport de Chainalysis, il y a un gap qui est énorme entre les deux. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le financement du terrorisme, il se fait d'abord par le dollar américain, par l'euro, par des monnaies fiat, parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y en a beaucoup plus en circulation, et que surtout, c'est beaucoup moins traçable. Alors que les cryptos, si on prend le BTC, et on va parler plutôt du BTC ou ce genre de crypto, hein, on ne parle pas du Monero qui est totalement anonyme, mais Bitcoin est pseudonyme, c'est-à-dire qu'on peut tracer, et potentiellement, si on fait le lien entre un portefeuille et une identité, ce qui est faisable sur des plateformes centralisées, eh ben, c'est tout à fait possible de savoir qui a financé et on a même la possibilité potentiellement de geler les fonds si on passe par des plateformes d'échange centralisées. Et l'idée, bien sûr, si on veut pouvoir éviter de se faire arnaquer, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, je sors régulièrement des vidéos sur ce sujet parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que les arnaques sont de plus en plus sophistiquées. Il faut vraiment bien être formé. Et là, le seul moyen de bien se former, c'est d'aller vers des acteurs qui sont sérieux, qui sont là depuis plusieurs années, qui peuvent vous expliquer des choses qui sont importantes et qui sont intéressantes, comme on peut le faire par exemple. Et là, vous trouverez un lien directement pour accéder à notre formation dans la description, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et bien sûr, pour détecter les arnaques, la manière la plus rapide, on va dire, c'est que si jamais c'est trop beau pour être vrai, globalement, c'est que souvent c'est une arnaque. Ne pensez pas que les gens sont là pour vous donner de l'argent gratuitement. Ça n'existe pas. C'est comme dans la vie traditionnelle. Il n'y a personne qui va vous croiser dans la rue qui va dire tiens, je vais donner 1000 € parce que tu as une bonne tête. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Et
En général, les personnes qui ont une grande peur en fait d'être volées ou d'être scammées, c'est qu'il y a un manque d'éducation financière. Et en France, on a une vraie pénurie en fait dans ce secteur-là. C'est qu'on n'a jamais eu d'éducation financière à l'école. Il y a très peu de personnes qui lisent des livres de finances. Il y a personne qui va se renseigner sur comment fonctionne l'économie de manière générale, parce que la crypto, ça a beau être un monde à part, elle est quand même reliée à l'économie, elle est quand même impactée par l'économie, elle est impactée par la finance traditionnelle, donc il faut bien comprendre que ce n'est pas totalement détaché et qu'aujourd'hui ce qui se passe dans la finance traditionnelle va impacter le secteur crypto, qu'on le veuille ou non, et donc c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre un actif, de comprendre un passif, de savoir gérer à minima ses finances et de savoir à minima faire un peu de gestion de fonds, que ce soit pour soi ou pour autrui. Il n'y a pas besoin d'être certifié par l'AMF, l'idée c'est juste de comprendre déjà comment ça fonctionne, de savoir un petit peu comment se placer. Et il me demandait pourquoi du coup on ne pouvait pas stocker 1 million d'euros sur MetaMask. Alors que ce soit 1 million d'euros en crypto ou en fiat, on ne peut pas stocker les fiat sur MetaMask, mais en crypto. Et en fait, ce que je lui expliquais, pourquoi on essaie de prôner en permanence les portefeuilles physiques et non pas de rester sur du MetaMask qui, même si on est en self-custodial, c'est-à-dire que les fonds nous appartiennent, pour moi il y a trop de risques en fait. Il y a un risque déjà du piratage du navigateur. Ça peut arriver que vous fassiez pirater votre navigateur en allant sur un site qui est malveillant, qui va exploiter une vulnérabilité de votre navigateur, par exemple que vous soyez sur Chrome, Firefox ou autre. Il y a des mises à jour régulières et il y a régulièrement des vulnérabilités. Donc ce qui peut potentiellement faire que vous allez vous faire extraire en fait les 12 mots de sécurité de votre MetaMask. Et après, on n'est pas à l'abri demain que votre ordinateur soit piraté parce que vous avez installé tout et n'importe quoi, que vous êtes connecté sur un Wi-Fi dans une gare, dans un hôtel, qu'il n'y avait pas forcément de sécurité à ce moment-là, que votre ordinateur n'est pas forcément mis à jour. Et donc pour moi, il y a trop de risques en fait de laisser ces fonds sur un MetaMask. Et donc c'est pour ça que je préfère vraiment mettre mes fonds sur un hardware wallet parce qu'on a une puce cryptographique dedans qui est beaucoup plus sûre. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui vont tester, qui vont auditer ces solutions beaucoup plus que MetaMask, qui pour moi reste d'un point de vue logiciel encore trop risqué. C'est bien pour faire de la finance décentralisée, pour faire des tests, pour avoir un petit peu de fond dessus. Mais moi, tout ce qui est fonds long terme, je les garde vraiment sur un hardware wallet. Je ne m'amuse pas à aller garder mes fonds directement sur un MetaMask. Aujourd'hui, une autre question que se posait cette personne-là et qui se posait la question de s'il devait continuer d'investir ou pas dans le secteur des crypto-monnaies, c'est qu'il me dit il y a 22 000 cryptos sur le marché, dont 99% sont inutiles. Et là, concrètement, je ne peux pas lui en vouloir, c'est une réalité. Mais comme si vous regardez en bourse, il y a plein de sociétés qui sont totalement inutiles. Et si on prend les sociétés informatiques dans les années 2000, la grande majorité n'existe plus. Par contre, si vous êtes capable d'investir de manière sérieuse et vous arrivez à trouver celles qui ont le plus de chances d'être là demain, comme les Google, les Amazon ou encore les Facebook, et bien ça c'est tout à fait possible d'investir et de se retrouver sur le long terme avec de très grosses plus-values. Les personnes qui sont entrées au début de Google, au début d'Amazon, au début d'Apple par exemple, aujourd'hui on fait des gains qui sont juste astronomiques. Ce n'est pas un conseil d'investissement. L'idée c'est juste d'arriver à faire de l'analyse fondamentale, de regarder comment fonctionne la tokenomics, de regarder un petit peu les équipes qui sont derrière les projets. Est-ce qu'ils ont déjà développé des choses comme ça? Est-ce qu'ils ont déjà des compétences? Est-ce qu'ils sont capables de développer correctement? Est-ce qu'ils répondent à un vrai besoin? Parce que le nombre de cryptos en fait, qui servent à strictement à rien aujourd'hui, c'est parce qu'ils répondent à aucun besoin. Donc si à partir du moment où ils ne répondent pas à un besoin, qu'ils n'ont pas un produit qui est minimum viable pour pouvoir être testé, ça ne sert à rien. C'est trop tôt pour voir si ça aura vraiment un impact. Après, il reste des exceptions. Vous avez par exemple des cryptos qui sont totalement inutiles, qui vont faire des grosses performances, mais potentiellement sur le long terme, on ne sait pas ce qui va se passer. Bien sûr, il y a des jetons qui resteront, mais vous avez moins de chances en tout cas que vous puissiez arriver à récupérer vos fonds sur le long terme si jamais vous investissez sur un projet qui n'a pas de fondamental. Bien sûr, il faut essayer de prendre un maximum de sources qui sont factuelles. Alors, si possible, des données qui sont on-chain et si possible des données qui sont off-chain. Mais le problème, c'est que c'est trop compliqué de pouvoir récupérer des données qui sont off-chain parce que souvent, elles manquent et les projets ne font pas forcément le travail d'aller fournir l'ensemble de données off-chain avec des fournisseurs de données de qualité. Et enfin, le dernier aspect que je souhaitais aborder quand on souhaite investir dans le secteur des crypto-monnaies, et si c'est encore judicieux à l'heure actuelle, c'est en fait de parler de la fiscalité. Effectivement, la plupart des débutants, des fois, sont un peu rebutés par le fait d'investir dans le secteur des crypto-monnaies parce qu'ils pensent que la fiscalité est extrêmement complexe. Finalement, si on est simple particulier et qu'on suit des règles de base, la fiscalité, elle peut être assez simple, un petit peu comme de la bourse. Alors bien sûr, il n'y a pas de report des moins-values. Et ça, effectivement, c'est une problématique parce qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans les cryptos. Et j'en suis désolé pour eux, mais globalement, en général, la formation, ça aide vraiment à éviter de perdre des fonds. Et aujourd'hui, si on prend la fiscalité simplifiée pour un particulier qui fait du holding, c'est-à-dire qu'il achète et qui garde ses crypto-monnaies sur le long terme, il est imposé au PFU, donc c'est le prélèvement forfaitaire unitaire, qui est à 30%.
et c'est uniquement sur les bénéfices lorsque vous allez faire une conversion crypto à fiat. C'est-à-dire que si vous faites une conversion crypto, par exemple de BTC vers du stablecoin, et ben là vous ne serez pas imposé. Et c'est les mêmes montants qu'en bourse traditionnelle. Vous n'avez pas moins, vous n'avez pas plus, donc c'est juste différent. Et après bien sûr vous avez la possibilité d'optimiser ça via différentes sociétés. Par contre, faites très attention, si vous commencez à faire de la finance décentralisée, vous faites du staking, vous commencez à faire du lending et autres, vous pouvez être vite requalifié en tant que pro et là ça pose vraiment d'autres problématiques. J'ai fait une vidéo complète sur la fiscalité crypto, donc je vous mettrai le lien directement dans la description, ce sera beaucoup plus simple. Et là, le seul conseil que je puisse vous donner, en fait, c'est de prendre un avocat fiscaliste dédié à la crypto qui a coûté entre 200 et 500 euros de l'heure pour justement régler vos problématiques crypto si jamais ça arrive. Si jamais vous avez fait, je ne sais pas, 50, 100 000 euros de bénéfices, prenez un avocat fiscaliste crypto. Au moins comme ça, vous serez tranquille, vous embêterez pas, vous êtes sûr que tout va bien se passer et à partir de là, tout ira bien. Donc voilà, pour moi, c'est encore judicieux à l'heure actuelle d'investir dans le secteur crypto si vous avez une vision long terme et que vous faites de l'analyse fondamentale, que vous n'achetez pas tout et n'importe quoi. Achetez plutôt quelques projets sur lesquels vous avez focalisé au lieu d'acheter 150 000 cryptos différentes. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il soit encore judicieux à l'heure actuelle d'acheter des cryptos. Et derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un temple cycle qui est vraiment très beau. Donc là, je vais vous le montrer. Comme ça, vous pouvez le voir directement. Il est blanc et or. Donc c'est vraiment super sympa. Ça me permet de continuer de me balader moi, au fur et à mesure du temps en Inde. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!